Pour notre première table ronde, intelligence artificielle, outils et applications, j'invite à monter sur la scène Monsieur François Cazal, professeur HEC. Monsieur Cazal, vous conseillez aussi la Direction générale de la Gendarmerie nationale sur l'IA et la transformation numérique. Monsieur Rémi Géraud-Stewart, vous êtes cryptologue et chercheur en sécurité, membre du groupe de sécurité de l'information de l'École normale supérieure. Monsieur Grégory Bégossian, vous êtes directeur de la conformité cyber à la Banque Postale. Et pour animer cette table ronde, le titulaire de la chaire cybersécurité, monsieur le professeur des universités David Nakache. Monsieur le professeur, vous êtes également professeur à Normal Sup, membre de l'Institut universitaire de France et expert judiciaire. Vous avez 45 minutes et nous poursuivrons par quelques minutes de questions-réponses. Parfait. Bonjour à tout le monde et merci d'être là cet après-midi. Donc, dans cette première table ronde, ce que je voulais surtout, c'est de pouvoir demander à chacun des panélistes, chacun des participants, de citer soit une situation dans laquelle l'IA aurait pu résoudre des problématiques de sécurité ou rendre des problèmes de sécurité moins prégnants, soit, au contraire, une utilisation qu'ils auraient rencontrée où quelqu'un, grâce à l'intelligence artificielle, a pu compromettre un système ou alors effectuer un acte adversarial quelconque. Donc, j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Alors, on n'a rien préparé d'avance, donc je ne leur ai pas demandé de préparer ça parce que je voulais que ça ait vraiment un effet spontané. Donc, avez-vous connaissance, chacun dans vos propres domaines, soit d'une situation que l'IA aurait pu sauver, si j'ose formuler ça comme ça, ou au contraire de quelqu'un qui a utilisé l'IA à des fins malveillantes, et quelles conséquences vous avez tirées de ça, ou je ne sais pas qui veut commencer. Je vois Rémi qui oscille, donc... J'ai potentiellement des idées. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais prendre toujours le point de vue, et j'espère blesser personne, qui est celui du cryptologue, du chercheur en sécurité, c'est-à-dire du point de vue adversarial. Donc, la plupart de mon discours sera sans doute un petit peu décevant pour ceux qui sont optimistes en matière d'informatique ou d'intelligence artificielle. Et l'exemple qui me vient assez naturellement à l'esprit, c'est, on a parlé des vulnérabilités tout à l'heure dans les discours introductifs, des vulnérabilités liées à l'utilisation de techniques dites d'intelligence artificielle comme des outils pour mener des attaques, mener des opérations potentiellement criminelles. De notre point de vue, il y a aussi le fait que l'outil en tant que tel présente des vulnérabilités. Vous avez peut-être entendu parler, depuis une dizaine d'années maintenant, de véhicules qui se commandent par eux-mêmes, qui roulent sur la route avec des caméras, avec des capteurs, et puis il y a un système d'intelligence artificielle, d'autopilote, entre guillemets, qui va naviguer. Et si vous avez suivi ça, vous savez aussi qu'il y a un grand nombre d'accidents liés à ces technologies-là. Alors, ce sont des accidents, c'est un premier point. Ces technologies ne sont pas mûres. Pour un paquet de raisons, à l'heure actuelle, elles ont encore des défauts. C'est très facile de les prendre en défaut, qu'elles soient génératives ou pas. Les technologies d'intelligence artificielle ont des limites qu'on rencontre très vite. Mais ce que je veux soulever, c'est la facilité avec laquelle nous savons les détourner. C'est assez facile, et ça a été fait dans le cas de ces voitures, je ne vais pas donner de nom de marque, de modifier par exemple de façon minimale la signalisation routière, de sorte à causer une confusion dans ces systèmes, une confusion qui n'aurait pas lieu chez un conducteur même inexpérimenté, parce que c'est simplement changer une couleur, mettre une pastille sur le sol, quelque chose qui ne perturberait pas la conduite humaine, mais qui, du fait du fonctionnement statistique de ces outils-là, va les amener à prendre une action absolument déraisonnable, changer de ligne sur l'autoroute, freiner ou passer en marche arrière et activer le son à plein volume sans prévenir. Des choses qui ont été démontrées en laboratoire, qui ont été démontrées dans un environnement contrôlé et qui sont susceptibles d'arriver à plus grande échelle à mesure que sont déployés des outils de ce type-là, pour contrôler de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne. Donc moi, un exemple, que je ne donnerai pas forcément de nom, mais c'est un exemple assez marquant, de la vulnérabilité intrinsèque aux outils d'intelligence artificielle et qui doit poser une limite
Aujourd'hui, on ne peut pas leur faire confiance. Aujourd'hui, on cherche à gagner en vitesse, on cherche à gagner en efficacité, et il faut employer quelqu'un, une personne, pour vérifier le travail fait par la machine qui était censée remplacer cette personne. Merci Rémi. Donc Grégory, avez-vous un commentaire? Merci, professeur. Alors, il y a de nombreuses situations qui peuvent me venir à l'esprit, puisque l'IA peut être considérée comme un outil qui vient aider les équipes. Alors moi, je me focalise sur la cybersécurité, évidemment, qui viennent aider les équipes qui font de la cybersécurité ou qui tentent de sécuriser les systèmes d'information des entreprises. Donc il y a de nombreux exemples, effectivement. J'en ai deux, moi, qui me viennent à l'esprit immédiatement. C'est tout ce qui touche, alors c'est pas ce que l'on voit au quotidien de manière directe, mais plutôt de manière indirecte, c'est tout ce qui touche au développement des applications qui ont des vulnérabilités, et ce développement peut être fiabilisé de manière beaucoup plus importante avec des outils d'IA qui permettent de remonter assez rapidement des vulnérabilités à côté desquelles on serait passé. Alors, j'ai bien évidemment des exemples dans mon entourage, mais je ne pourrais pas m'étaler dessus. Mais toutes les entreprises aujourd'hui sont frappées par des vulnérabilités, ou en tout cas leurs outils sont touchés par des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités peuvent être identifiées avant la publication des outils, des applications, ou même pendant, mais assez rapidement, par des outils d'IA qui vont accompagner les développeurs ou qui vont accompagner les équipes de cybersécurité pour identifier ces failles et pouvoir les corriger rapidement. Ça, c'est le premier item. Le second, qui, pour ma part, monte en cadence aujourd'hui dans les entreprises, c'est tout ce qui touche à la détection au quotidien. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui ont des systèmes qui permettent d'essayer d'identifier ou de détecter s'il y a des tentatives d'intrusion, s'il y a des tentatives de malversation, s'il y a des personnes ou des entités malveillantes. On parlait de Logbit tout à l'heure, essayent de s'introduire ou d'exercer certaines actions illicites. Et les outils de détection traditionnels du marché ont tous tendance à être augmentés par de l'IA. IA qui a la faculté, en tout cas qui permet de remonter assez facilement des signaux faibles, donc des éléments qui pourraient passer inaperçus avec des outils traditionnels ou à l'œil des humains, mais sur lesquels l'IA va pouvoir potentiellement mettre un point d'attention. Alors évidemment, derrière, on aura la dimension humaine qui persistera, qui perdurera, mais ça permet de remonter, d'aller immédiatement à un point d'intérêt particulier. Intéressant, merci. Et François? Alors, comme tout bon professeur, moi je vais répondre de manière un peu elliptique, et pas tellement sur les outils, mais plus sur le moment singulier que nous vivons. Parce que en ce moment, il y a une mode, un nombre de colloques, de conférences très importants sur l'IA. Et en fait, on pourrait se demander pourquoi, puisque l'IA, c'est un très vieux sujet. Le terme même a été inventé en 1956. Et en fait, je pense que le sujet, il est vraiment lié à l'IA générative. Alors pourquoi l'IA générative, qui a été énormément médiatisée depuis novembre 2022, a un tel impact, et sur le sujet de la sécurité comme sur beaucoup d'autres sujets, c'est que tout d'un coup, l'IA passe d'un statut où seulement les grandes organisations disposant d'expertise technique humaine de haut niveau, les fameux data scientists, et souvent aussi d'infrastructures technologiques de haut niveau, et ce n'était seulement que ces structures qui avaient accès à une IA opérationnelle. Et là, tout d'un coup, avec l'IA générative, on arrive dans un autre statut qui est l'IA descendue à un niveau individuel, sans capacité technique et sans nécessité d'infrastructures informatiques spécifiques. Alors, comme ça a été noté, ce sont des IA imparfaites, elles ont des hallucinations, elles se trompent. Mais moi, je vous recommande vraiment la lecture d'un livre aujourd'hui qui est un vrai best-seller de librairie, qui s'appelle La déferlante de Mustapha Suleyman, qui est l'ancien patron de DeepMind, cette IA aujourd'hui rachetée par Google et qui a battu le champion du monde de jeux de Go. Et le sujet, c'est vraiment le passage d'une IA d'experts réservée à des très grandes organisations à une IA qui va amplifier, augmenter les individus.
et les petites organisations. Alors les effets, ils sont délétères pour le meilleur et pour le pire. C'est la capacité donnée grâce à ces IA personnelles. Mustapha Suleyman parle de personal intelligence, d'assistants intelligents personnels. Alors pour le meilleur en matière de sécurité, c'est toutes sortes de possibilités offertes à des toutes petites organisations ou à des individus d'imaginer ou d'amplifier leur protection, si on parle du sujet de la sécurité. Mais à l'inverse, c'est aussi la capacité donnée à des petites organisations, et par extension évidemment aux grandes, de développer des menaces nouvelles, totalement inédites et vraiment totalement multiformes. Et je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est cette capacité offerte à tout un chacun, les gentils et les méchants, d'utiliser des technologies très puissantes dans toutes sortes de fins, bonnes ou mauvaises, avec quand même un sujet d'anxiété. Enfin, moi, je vois un sujet d'anxiété, c'est que ça a été évoqué par le professeur Bauer et par le général Rodriguez, c'est que dans les organisations à visée positive et légale, on va essayer de mettre en œuvre un certain nombre de garde-fous, à la fois éthiques, pourquoi pas moraux, et in fine peut-être juridiques, légales. Mais dans les organisations mafieuses, terroristes, négatives, eh bien, les processus sont plus légers, et donc la capacité d'utiliser pour le pire ces technologies va être amplifiée. Donc moi, une des interrogations et une des angoisses que je pense qu'on peut avoir sur ce sujet de l'IA générative, c'est peut-être l'avance prise par des organisations à visée malfaisante, compte tenu d'une agilité presque intrinsèque à leur nature d'organisation. Et donc je pense que le sujet, il est moins l'IA. L'IA, c'est 56, c'est pratiquement 70 ans d'histoire technologique, avec un hiver de ces technologies très long, à un moment très singulier, qui s'inscrit dans ce qui a été évoqué par le professeur Bauer, qui est vraiment ce moment particulièrement incertain, où effectivement il y a une succession de crises qui se chevauchent et ininterrompues, et donc avec cette capacité technologique, peut-être pour faire le bien, mais aussi pour faire le mal. Donc je pense que ce n'est pas seulement le sujet de l'IA, c'est vraiment un sujet de changement de paradigme, comme pour l'arrivée du PC auprès des individus. On voit l'arrivée des IA individuelles, et je pense que c'est un sujet de réflexion qui justifie le thème de ce colloque. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question que je souhaitais vous poser est la suivante. Nous avons bien compris que l'IA va nous donner des outils pour pouvoir apporter des protections nouvelles contre des menaces existantes. Typiquement, on va pouvoir suivre des mouvements suspects, détecter des comportements sortant de l'ordinaire et donc pouvoir prévoir, par exemple, la survenue de crimes, comme ce dont a parlé le directeur général, ou des futurs actes terroristes, ou je ne sais, ou des ventes de drogue quelque part concentrées. Et en même temps, elle va nous ouvrir la porte à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la possibilité par des entités malveillantes d'utiliser cet outil pour pouvoir commettre des méfaits. Donc, grosso modo, on a ici une sorte de balance, c'est-à-dire que ça nous apporte des nouvelles protections pour des menaces existantes, mais ça permet en même temps de matérialiser de nouvelles menaces. Donc, j'aimerais avoir votre estimation. Lequel d'entre vous pense que ça penche plutôt à droite? Lequel pense que ça penche plutôt à gauche, ou que ça commencera par pencher à droite et puis au bout d'une certaine période, ça penchera à gauche? Ou peut-être que ça restera en équilibre tout le temps? Donc, quel est votre ressenti? Alors, je sais que la prophétie ne fait pas partie de votre job description, mais j'aimerais avoir un petit peu vos commentaires et votre ressenti sur les périodes en fait, que nous allons vivre dans l'avenir. Alors, pourquoi cet exercice est difficile? C'est difficile parce que si vous vous projetez maintenant au Moyen-Âge et que vous posiez la question à quelqu'un, décris-nous la société dans un siècle, il vous regardera et puis dira, écoutez, dans un siècle, ce qui se passera, c'est que les paysans vont travailler la terre, les seigneurs vont gouverner, faire des guerres, et les prêtres vont prier. Et il aura eu raison. C'est-à-dire que 100 ans après, c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas les mêmes prêtres, ce n'est pas les mêmes travailleurs agricoles et ce ne sont pas les mêmes rois, mais essentiellement, la société est restée la même. Donc la prédiction est facile. Quand je vous demande aujourd'hui de prédire ce que la technologie sera d'ici 10 ans,
les gens vont me traiter de quelqu'un de déraisonnable, en disant il y a 10 ans, on ne savait pas tout ce qu'on allait avoir aujourd'hui et les avancées que nous avons faites. Donc, l'exercice, nous vivons effectivement dans une période dans laquelle l'innovation et l'incertitude décollent, contrairement à ce que je donnais comme exemple au Moyen-Âge. Mais je vous demandais quand même votre ressenti, pour lequel on ne vous tiendra pas responsable. Alors, on peut arrêter aussi l'enregistrement, si vous voulez, pour que s'il y a quelqu'un qui dit... non. Moi, je voulais bien prendre la parole. En fait, le sujet, il n'est pas du tout un sujet de technologie sur ce sujet de l'IA. Réellement, le sujet n'est pas technologique, il est le sujet de la transformation d'un modèle. C'est-à-dire que cette technologie, ou cet ensemble de technologies, transforme, ou va transformer, donc pas de prédiction, mais en tout cas, moi, c'est une conviction forte, va transformer la manière dont les organisations humaines et les individus vont se comporter, agir, travailler, interagir. De ce fait, aujourd'hui, pour moi, le sujet de l'IA, il est un sujet d'imaginer un nouveau modèle de fonctionnement, alors, social ou à l'intérieur d'une organisation, d'une entreprise, un service public tel que la gendarmerie. Et je pense que ce qui a été évoqué, là aussi par le directeur général et aussi M. Bauer, le terme intelligence artificielle n'est pas approprié. En fait, on a un certain nombre de technologies qui sont des amplificatrices ou des accélérateurs d'un certain nombre de phénomènes. Et pour moi, en fait, le sujet de la balance positif-négative, il se pose d'une manière peut-être un petit peu différente. Il est de dire que ces technologies, on va les faire fonctionner dans les meilleures fins, sous la condition de l'intelligence humaine principale au centre du jeu. Après, moi, j'ai une conviction personnelle aussi, c'est le recours à l'intelligence collective, à l'horizontalité, à la sollicitation des parties prenantes par rapport à un problème va être essentiel pour imaginer quelque solution que ce soit. Et ce n'est que dans une troisième partie que ces technos, IA générative, pourront apporter alors, des bienfaits ou aller dans le sens de la résolution des grands problèmes qui ont été évoqués. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'IA ex ante, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est comment ce catalyseur de transformation s'inscrit dans la transformation générale des organisations et derrière, comment effectivement on articule l'humain comme étant au centre de tout pour tirer le meilleur profit de ces technologies. Rémi, peut-être ? Je vais me risquer à répondre à la question. Alors, pareil, je ne vois pas plus l'avenir que qui que ce soit. J'aurais tendance, cela dit, à reprendre, en étant d'accord avec l'essentiel, le rôle de la technologie dans ces questions-là ne peut pas être ignoré. Parce que essayer de voir uniquement l'aspect social de l'utilisation des technologies, c'est manquer fondamentalement de comprendre leurs limites. On fait une erreur conceptuelle quand on pense que l'intelligence artificielle est sur une trajectoire. Quand on pense qu'on est en train de monter, que les choses vont continuer à monter, qu'il va y avoir une croissance inéluctable. Je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable dans ce qui est en train de se passer. Il y a un phénomène qui est réel, qui est la démocratisation, tout à fait avérée, qu'on a connu, nous, dans la cryptographie quelques années plus tôt, avec la capacité de tout un chacun de chiffrer ses communications, et ça a aussi causé des problèmes, et ça a aussi été utilisé par les mafias du monde entier pour cacher leurs activités, jusqu'à une certaine mesure. Et on n'est pas allé dans l'apocalypse cryptographique qui avait pu être prédite à l'époque. De la même manière, je pense que c'est ambitieux d'imaginer, sans la comprendre et sans comprendre profondément les limites qui la frappent aujourd'hui, les technologies d'intelligence artificielle qu'on connaît et qu'on envisage à court terme, aller beaucoup plus loin que ce qu'elles font. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec, et il y a certainement beaucoup à faire avec ce dont on dispose déjà. Mais il y a des paramètres fondamentaux et liés au fait que c'est une technologie et pas n'importe quelle technologie qu'on doit connaître et qu'on doit comprendre. Ça utilise de la donnée, ça a été dit, la donnée est là, mais la donnée, elle ne vient pas de nulle part. La donnée, ce n'est pas une ressource éthérée, c'est une production souvent humaine. On a aujourd'hui des milliers de Malgaches, de Philippins, de Taïwanais qui sont en train de taper sur leur ordinateur pour donner aux Turcs mécaniques, GPT et autres, l'impression, mimer l'intelligence. Ça marche bien, mais ça marche bien parce qu'il y a toute cette production humaine. La collecte de données qui va avec, et ça je pense que c'est la réponse fondamentale à ma question, qui permet de donner cette impression d'intelligence à ces outils-là, la collecte de données est quelque chose d'aujourd'hui déjà très présent dans la publicité, dans la diffusion libre ou moins libre de tout ce qu'on est en train de faire par nos outils de localisation, qu'on donne volontairement par les cookies sur Internet, etc. Toute cette donnée qu'on donne ou qui est collectée malgré nous, et qui est utilisée à des fins de marketing, qui est utilisée à des fins de surveillance. Cette question-là, pour moi,
Pour aller plus loin vers l'intelligence artificielle, pour arriver à un niveau où c'est personnalisé, où c'est démocratisé, ça implique de lâcher encore plus. Ça implique d'être complètement transparent, de diffuser sur nous-mêmes et sur nos proches et sur nos familles et sur nos actions énormément d'informations qu'on n'a pas envie nécessairement de diffuser. Et donc l'intelligence artificielle, en tant que technologie, a besoin de cette donnée-là, qu'elle ne sait pas forcément très bien utiliser, j'ajouterais, pour fonctionner. Ma crainte pour l'avenir, plus qu'une prédiction, ma crainte pour l'avenir, c'est qu'on aille vers une ouverture de plus en plus grande dans laquelle, pour pouvoir bénéficier de ces technologies-là, on est obligé de lâcher tout ce qu'on a, sans plus aucune réserve pour la vie privée, sans plus aucune réserve pour la vie personnelle, parce que ce sera nécessaire pour avoir l'assentiment de la machine. Merci. Alors, Grégory? Alors, je ne vois pas plus en l'avenir que vous tous, hein, toutes et tous, pardon. L'équilibre, enfin, de mon point de vue, l'équilibre a toujours été instable et fluctuant entre les personnes malveillantes et qui utilisaient les technologies qui étaient disponibles et celles qui essayaient de s'en prémunir. Je pense que l'IA ne va pas, l'arrivée de l'IA ne va pas changer cette façon de procéder. On va toujours avoir un équilibre qui va être fluctuant. Cependant, je pense qu'il est important de noter, en tout cas c'est ce qu'on commence à constater, ça a été évoqué tout à l'heure avec la fraude au président qui a été faite en visio, où les personnes malveillantes sont extrêmement créatives et elles aiment utiliser les outils qui sont à leur disposition. Très rapidement, d'ailleurs, plus rapidement que les personnes qui cherchent à se défendre. Alors moi je parle toujours au nom d'entreprise, hein, bien évidemment, mais ça a toujours été le cas et je pense que ça va continuer. Donc la question est de savoir, en tout cas je pense que une des solutions va être, ou une des réponses est de savoir à quelle vitesse est-ce qu'on va être réactif, en tout cas comment est-ce qu'on va être va-t-on être suffisamment réactif par rapport à ces nouvelles façons de procéder. Si on prend encore une fois cet exemple de fraude au président, et j'en ai d'autres à côté, très bien, on comprend qu'une visio peut être entre guillemets corrompue et on peut faire une demande d'ordre de virement par une visio et c'est pas pour autant que les interlocuteurs qui sont face à nous sont censés être ceux qu'ils prétendent. La question est de savoir est-ce qu'on va savoir s'en prémunir ou pas. Aujourd'hui, on a sur le dark web des outils qui s'appellent WormGPT, qui s'appellent FraudGPT, qui ont été mis à disposition et qui permettent, bon an mal an, de perfectionner, de professionnaliser encore plus la production de codes malveillants, la production de tentatives de phishing pour essayer de berner les personnes et de leur soutirer des fonds ou de corrompre une entreprise. Donc l'équilibre, il a toujours été fluctuant, il va continuer d'être fluctuant. L'IA est une arme qui peut être redoutable et efficace. Hein. Elle va se développer, elle va continuer à se développer. On va avoir des nouveaux usages, des cas d'usage qui vont sortir. Donc on va toujours avoir cet équilibre instable. Je souhaite, moi, qu'on reste dans un équilibre et que le rapport de force ne change pas de manière considérable. Par contre, on va avoir des fluctuations, on aura des fluctuations. Et il faut qu'on sache utiliser ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de procéder, de la même manière que les personnes malveillantes le font. Merci. Alors, la prochaine question que j'avais concernait une vision qu'avait Elon Musk. Donc Elon Musk dit, bon, on peut penser du monsieur ce qu'on veut, mais voilà la vision en fait qu'il donne. Il appelle ça du démon artificiel. Alors le démon artificiel, c'est quoi? Il dit, on va avoir, ou on a déjà des machines qui peuvent penser, ou en tout cas simuler la pensée. Elles peuvent essayer d'expliquer un but, elles peuvent essayer de coder d'autres programmes. Typiquement, vous pouvez utiliser un LLM pour produire du code qu'ensuite vous pouvez compiler et exécuter. Ces machines peuvent également manipuler de l'argent, typiquement de la crypto-monnaie, c'est-à-dire de l'argent virtuel. Ils n'ont pas besoin d'argent matériel. Donc une machine peut commander un wallet et là-dedans récolter de l'argent et ensuite en acheter des ressources si elle en a besoin de manière autonome. Donc sa vision, c'est que tous ces ingrédients-là, finalement, permettent de créer une sorte de démon, un programme autonome
qui se réplique, qui bouge d'un endroit à un autre si on cherche à éteindre la machine dans laquelle il se trouve. Ça, on a toutes sortes de vers et de virus qui savent le faire. Donc cette machine-là est intelligente, enfin cette machine, cet algorithme ou ce programme est intelligent, ce démon est intelligent, il peut se déplacer d'un endroit à un autre, se cacher, acheter les ressources dont il a besoin, voler de l'argent pour pouvoir acheter d'autres ressources, et puis avoir un but maléfique qui est d'attaquer et de causer du mal. Et en fait, cette attaque et ce mal qu'il va causer, il peut le faire non pas seulement en faisant lui-même des choses directement, mais en codant et en relâchant des émanations, des petits démons à droite, à gauche, en fonction de l'effet malveillant qu'il veut atteindre. Et à partir de ce moment-là, dans la vision d'Elon Musk, c'est qu'une fois que quelqu'un aura créé une machine, enfin un algorithme, un procédé, peu importe, on peut penser à ça non pas comme une machine physique, mais un LLM qui tourne quelque part de manière distribuée, l'image d'un botnet, etc. Une chose comme ça échappe à tout contrôle et fait du mal à peu près sur toute la gamme de ce qu'elle peut faire. Le cyberphysique, de mélanger des groupes sanguins de malades à l'hôpital pour qu'ils reçoivent des mauvaises transfusions sanguines, fait collisionner des trains, enfin, etc. Et puis va courir derrière ce démon. Donc, quel est votre commentaire sur cette vision un peu apocalyptique d'Elon Musk du démon numérique? Est-ce qu'on a une chance de voir cette bestiole se déchaîner un jour, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt une sorte de science-fiction contre laquelle on saura toujours arrêter, trouver la contre-mesure et l'antidote? C'est le propre des experts de se tromper. Donc rendez-vous dans 10 ans, YouTube faisant foi. Moi, sur les sujets sur lesquels je suis amené à travailler de manière très concrète, en entreprise ou dans d'autres organisations, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les IA qu'on utilise sont des IA essentiellement monotâches. Elles ont beaucoup de difficultés à enchaîner d'ailleurs des tâches sophistiquées. Et elles fonctionnent de manière probabiliste, c'est-à-dire qu'une IA fait des choses avec une certaine certitude, ou plutôt même une incertitude statistique. Typiquement, un modèle prédictif, tel que ça a été évoqué, quand on dit sur une carte de chaleur, voici à quel endroit il y aura un cambriolage demain dans la brigade de gendarmerie Intel, ceci fonctionne souvent dans le monde de l'entreprise. Les taux, c'est 80% couramment. Enfin, déjà, un modèle prédictif qui fonctionne à 80%, c'est déjà extraordinaire pour une monotâche. Et quand on regarde la capacité humaine de faire les mêmes choses, l'humain est incroyablement plus puissant. Je vous en donne un exemple qui est vraiment banal, sur de la reconnaissance d'images. Imaginez, on veut apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître un éléphant. Parmi d'autres animaux, on va devoir la nourrir, comme ça a déjà été évoqué, de millions d'images issues d'étiquetages réalisés à Madagascar ou ailleurs. Et par des modèles mathématiques probabilistes, on va réussir à dire ce modèle est capable de prévoir que ceci est un éléphant à 90%. Un petit enfant de 6 mois, vous lui lisez une histoire avec un éléphant, il n'en a jamais vu. Vous lui montrez un éléphant une première fois, une deuxième fois, toute sa vie, il va être capable de reconnaître un éléphant. Donc en fait, ce qui manque à ces modèles, ce sont... Enfin, moi j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Alain Bauer. Il n'y a pas d'intelligence aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a aucune intelligence dans les systèmes d'IA tels que moi je les pratique. Alors, par contre, des performances assez extraordinaires pour faire du traitement de données de masse sous condition de leur qualité. Donc aujourd'hui, imaginez à court terme des enchaînements très complexes tels que ceux réalisés par les humains de manière très spontanée. Il me semble qu'on est très, 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 très loin, au moment où on se parle, d'être capable de réaliser ces choses-là. Donc je pense que Elon Musk aussi, pour plein de raisons dont on pourrait débattre, il a une vision un peu personnelle, peut-être même un peu publicitaire sur ces sujets, sachant qu'il essaie de promouvoir ses propres IA à titre d'homme d'affaires. Donc je pense que le sujet est un peu fantasmé, mais en tout cas, peut-être je vais être totalement contredit dans la réalité à venir, mais aujourd'hui, je ne vois pas de démon. Merci. Rémi?
Alors, je pense que c'est un point de vue absolument très intéressant et je vais le compléter en disant qu'il a été même formalisé au début, dans les années 50, 60 de la génération moderne d'IA. C'est ce qui s'appelle le paradoxe de Moravec. Vous jouez aux échecs contre un ordinateur, vous avez toutes les chances de perdre. Pendant très longtemps, les échecs, ça a été vu comme ce jeu très intellectuel sur lequel il faut avoir de la stratégie, de la pensée, du raisonnement, l'intelligence même, ou alors les mathématiques, des calculs mathématiques, des raisonnements mathématiques, résoudre des intégrales. Si vous voulez aller à Polytechnique, vous avez besoin d'être capable de faire ça. Donc c'était notre critère d'intelligence. Que dit le paradoxe de Moravec? C'est qu'on a tout pris à l'envers. Ça, les ordinateurs le font depuis les années 40, 50, très facilement, en masse. Par contre, vous demandez à un ordinateur de reconnaître un éléphant ou de mettre une boîte, un cube l'un sur l'autre, on ne sait toujours pas faire. Pas bien. Et la réalité, c'est qu'on s'est trompé dans l'échelle de valeur. Traduire du latin en hindi, les ordinateurs savent faire depuis une trentaine d'années. Faire une phrase correcte en français, toute simple, qui vous explique le temps qu'il fait dehors, on n'est toujours pas à ça aujourd'hui. Le temps réel qu'il fait dehors, j'entends. Pourquoi? Parce que nous avons une perception intuitive de ce qu'est l'intelligence, qui est sans commune mesure avec ce qui est difficile de faire. Et ce qui est facile à faire pour un ordinateur, c'est précisément ce qu'on considérait comme le propre de l'intelligence humaine, le raisonnement, l'intuition mathématique et des choses comme ça. Alors qu'en réalité, ce qui est difficile à faire, et ce qui est utile, c'est les tâches que n'importe lequel d'entre nous est capable de faire intuitivement, dès le plus jeune âge, sur une base biologique pré-rationnelle, et que les ordinateurs arrivent bêtement à simuler aujourd'hui à grand renfort de GPU par milliers en faisant des opérations mathématiques extrêmement compliquées. Ce n'est pas du tout comme ça que nous fonctionnons au demeurant. Donc, je rejoins absolument ce qui a été dit sur le fait que avoir, avec les méthodes qu'on connaît et avec notre compréhension de l'intelligence artificielle, quelque chose qui ne se contente pas d'une tâche très spécifique, mais est capable de les enchaîner de façon même naïve, on ne sait pas faire. On n'a pas. Peut-être qu'un jour on saura, mais pas à court terme en tout cas, pas avec les technologies dont on dispose. Effectivement, M. Musk a peut-être un peu trop regardé Terminator et puis il s'est un peu inspiré de ce qu'il s'agissait. Il y a aussi une autre réalité, qui est celle des attaques informatiques de tous les jours. Les attaques informatiques reposent presque jamais sur des outils aussi sophistiqués que ça. Il n'y a pas besoin de ça pour faire une attaque informatique. Vous allez voir, toutes les entreprises qui se font attaquer par des moyens beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus au couteau qu'avec un outil informatique révolutionnaire. Et surtout pas un seul d'ailleurs. Donc je pense que c'est aussi déconnecté de la réalité des attaques informatiques. Et puis, il y a un dernier aspect qui est lié à la manière dont sont entraînés et fonctionnent ces systèmes informatiques. Ce sont des perroquets stochastiques avec des plumes colorées, mais ce sont des perroquets, c'est-à-dire qu'ils ne font rien de nouveau. Ils ne font que répéter, éventuellement sous la forme d'un patchwork, éventuellement en faisant un petit peu de variation dessus, mais ils ne font essentiellement que reproduire leur schéma d'entraînement. Donc on leur donne des données, certes des milliers de gigaoctets de données à consommer, mais ce qu'ils vont produire sur la base de ces données, même si ça s'appelle de l'IA générative, est en réalité basé sur ces données. Ils ne sont pas capables de sortir de ce système-là, ils ne sont pas faits pour, et on ne sait pas comment faire ça de toute façon. Merci. Grégoire. La question n'est pas simple. La question n'est pas simple. À ce jour, je rejoins tout à fait mes deux camarades. À ce jour, nous sommes face à des IA qui font certainement effectivement de belles choses, mais elles sont très spécialisées et sur certains domaines, on sait faire cela depuis de nombreuses années et ça ne dépasse pas les capacités humaines. Par contre, je ne sais pas de quelle échelle de temps parle Elon Musk. Alors, je ne sais pas si on arrivera dans une situation aussi apocalyptique que celle qu'il a décrite. Mais je pense que les choses, avec le temps, vont évoluer. Alors, encore une fois, au plus profond de moi, j'espère qu'on n'arrivera pas à cette extrémité, mais je pense qu'elles vont évoluer. On parle d'IA générative, en tout cas, on reparle d'IA depuis assez peu de temps, avec l'arrivée de ChatGPT, qui a défrayé la chronique et tout le monde en reparle. Donc on se pose beaucoup de questions là-dessus. Effectivement, il y a eu de nombreux hivers auparavant. On ne sait pas comment cela va évoluer dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Avoir des IA qui auraient la capacité d'être un peu moins spécialisées ou de cumuler des spécialités ou de la spécialisation dans leurs tâches, on pourrait potentiellement ne pas l'exclure. Encore une fois, tout dépend de l'échelle de temps. Donc je pense qu'on va aller vers un modèle qui va nécessairement avoir des IA plus évoluées. Maintenant, de là être en capacité d'avoir une entité disparate, capable de
prendre des décisions par elles-mêmes en continu pour volontairement nuire à l'humanité ou pas, oui, effectivement, je suis encore dubitatif. Merci. Donc nous voici rassurés par 3 voix contre 0. Donc voilà, donc j'aimerais passer aux questions de la salle. Donc si nous avons des questions pour nos orateurs. Nous avons 2 micros. Et nous avons Vous choisissez, quelqu'un qui demande. monsieur le professeur. Qui sont les personnes avec les micros? Est-ce que vous pouvez descendre avec un micro? Nous avons une question sur ma gauche. Voilà. Bonjour, Luc Jeanne Analtais, je suis réserviste de la gendarmerie nationale et banquier. Vous avez dit qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra faire des visios et faire des virements et des escroqueries au président. Je n'ai jamais vu faire un virement par téléphone ou par visio. On a des protocoles très sécurisés. Donc oui, la technologie évolue, mais il faut revenir au canon de la sécurité. Avant, on faisait des chèques, avant, on faisait des billets, et bien on faisait de la sécurité. Donc voilà, je remets ça un peu en perspective. Ce n'est pas parce qu'il y a des technos et autres, appelez votre banque par téléphone, on ne vous fera pas un virement. Ou sinon, il faut peut-être changer de banque. Voilà, c'est revenir sur quelques fondamentaux, sur des sécurités comme ça. Et j'aime bien le glaive et le bouclier, mais revenez à des fondamentaux. Et voilà, merci. Alors souvent, en fait, et ça c'est d'expérience pratique, hein, vous faites une demande de virement sur votre interface sécurisée et puis on vous appelle pour confirmer le fait que vous que vous avez vraiment bien demandé un transfert de tant d'argent à tel contact. Ça, c'est une procédure qui est standard, en tout cas à la banque à laquelle je suis, quand je vais faire un transfert, surtout à l'étranger. Donc, j'envoie ça via ma messagerie sécurisée en donnant les coordonnées bancaires de qui je veux le faire. Puis je reçois un coup de fil. Monsieur Nakache, c'est bien vous qui avez formulé cette demande-là. Donc, en quoi vous pensez, c'est pour préciser votre question, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle humain sur la base duquel on va prendre, ne serait-ce que partiellement, la décision de faire un virement? J'arrive avec le micro. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a des procédures, des protocoles. Voilà. Donc, c'est bien la banque qui va rappeler dans un protocole sécurisé sur lequel on s'est mis d'accord en avant. Ce n'est pas la fraude au président, où moi aussi j'ai reçu un SMS de mon président en disant « Je suis en réunion, peux-tu faire appeler le service pour faire un virement ?» Ce n'est pas le protocole, donc on ne l'applique pas. Voilà. Donc c'est très différent de savoir si vous êtes appelé, si vous appelez, si on est dans un protocole et il y a bien une reconnaissance. Voilà, c'est ça. Oui, je me permets d'apporter un élément complémentaire. Moi, je faisais référence à la fraude au président qui a eu lieu début février pour une société qui était, je ne sais plus si c'est à Hong Kong ou à Singapour, et qui, lors d'une visio, la seule personne, une des personnes, lors de cette visio, il n'y avait qu'une seule personne du board qui était réelle. Les autres ne l'étaient pas, et elle a eu instruction de procéder à un virement. Il y a une fraude au président de 25 millions qui a été réalisée. Donc en gros, lors de la visio, on lui a demandé d'effectuer le transfert. C'était son board qui était présent lors de la visio. Il les voyait, il discutait avec eux. C'était une visio normale, sauf qu'en fait, aucune des personnes qui étaient présentes dans la visio n'était réelle. Et c'est ce à quoi je faisais allusion. Moi, j'ai pas de... Oui, mais moi, j'amenais juste le point qu'aujourd'hui, on arrive sur des mécanismes qui sont de plus en plus évolués. On arrive tout de même à faire passer ou à se faire passer pour quelqu'un d'autre lors d'une visio, avec le même aspect, à discuter en temps réel. Et donc, être en visio n'est même... Enfin, je ne vais pas le dire comme ça, mais... dans certains cas de figure, même lors d'une visio, on peut être dupé. Voilà. Et pourtant, voilà, il avait l'image, il avait la personne, il interagissait en temps réel avec son board, et ce n'était pas son board. Mais tant je suis d'accord avec vous, il y a des process dans les entreprises
Sauf que parfois, effectivement, en fonction du contexte et des entreprises, lorsque le président du directoire vous demande quelque chose, c'est souvent compliqué de lui demander de confirmer par écrit alors qu'il vous l'a... Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais amener. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Oui, bonjour, Laurent Jacquemin, donc auditeur de la 10e promo. Alors je vous rejoins un petit peu sur tout ce qui a été évoqué, intelligence, on va plutôt dire augmenter. Moi, la seule question que je me pose, c'est plutôt, et là je reviens sur la partie évoquée, sur la partie technologique. Aujourd'hui, un cerveau humain, ça fait 20 à 40 watts pour fonctionner. Aujourd'hui, quand on voit la puissance qui est nécessaire pour avoir des IA génératives, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se retrouver en limite de capacité technologique, encore une fois, pour pouvoir amener ce modèle à quelque chose d'encore plus évolué, tout simplement parce que qui dit IA dit carte GPU, peu importe, donc des matières premières, dit de l'électricité. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se retrouver, encore une fois, dans un espèce d'hiver d'IA qui va freiner ce développement? Voilà, c'est ma question. Si je peux donner une réponse éclair, oui, la quantité de ressources énergétiques, matérielles et autres investies dans l'IA est obscène, elle est déraisonnable, elle est déjà déraisonnable et elle est en accélération. Donc oui, il y a une limite à laquelle on va se heurter violemment, à moins qu'il y ait une révolution technique, au titre du CMOS dans les années 90, qui va nous permettre d'énormément réduire la consommation énergétique de ce qu'on fait. Mais sur les bases technologiques sur lesquelles on s'appuie, on est limité à court terme par les ressources disponibles. Et des choix écologiques, hein, même pas forcément des choix technologiques, mais des choix qui nous amènent à dire on ne veut pas aller plus loin dans cette direction-là. Merci. Y a-t-il une autre question? Bonjour, Maurice Balamou, je pilote une commission dans une agglo, simplement. Moi, ma question, ça concerne la maturité de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, moi, je compare à un bébé à qui on apprend des choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à force de lui apprendre, à un moment, il ne va pas nous dépasser, comme quand un humain s'émancipe et que le fils tue le père, quoi. Je ne sais pas si la question était pour moi, mais je suis convaincu qu'il faut que votre enfant vous dépasse, sinon vous n'êtes pas bien pris. Mais c'est mal comprendre comment fonctionnent ces outils aujourd'hui qu'on dit d'intelligence artificielle. Ce ne sont pas des outils créatifs, ce sont des outils reproductifs. Ils reproduisent, ils répondent à des tâches très précises sur lesquelles on les a entraînés et on les juge à leur capacité à répondre aux tâches précises qu'on leur a données. Donc nous dépasser implique déjà que nous soyons capables de leur donner une tâche sur laquelle on voudrait qu'ils nous dépassent autrement qu'en vitesse. Mais pour l'instant, on gagne sur beaucoup d'autres terrains. L'efficacité, la qualité, etc. Merci. Y a-t-il une dernière question sur ma droite, par exemple? Je ne vois pas de... Alors, je n'ai pas vu. Mais vous allez avoir un micro. Parfait. Oui, bonjour, Claude Foulon, Société Orange. En fait, il y a une question très intéressante qui a été posée sur l'équilibre, donc du fait effectivement que l'IA peut être utilisée par l'attaquant. Moi, ce que je constate aujourd'hui, vous le constatez tous, c'est que l'attaquant, lui, il n'est pas limité par la réglementation, alors que pour se défendre aujourd'hui, on a quand même très timoré sur la capacité à l'usage sur l'IA. Donc si on veut peut-être en sortir et peut-être pouvoir se défendre, il y a peut-être une évolution, une révolution réglementaire à faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Certainement, il va falloir qu'on s'assure que la réglementation... c'est un exercice qui est compliqué tout de même, puisqu'on veut d'un côté, avec de la réglementation, réguler l'IA, ne pas brider les évolutions, l'ingéniosité, le business. Et puis d'un autre côté, on veut continuer de nous protéger nos informations. Ça a été évoqué tout à l'heure, tout ça, ça fonctionne avec de l'information qui doit être fiable, et c'est la nôtre. Donc en fait, c'est encore une fois un équilibre. Cependant, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé, mais ça n'engage que moi, je ne suis pas persuadé que cet équilibre dont je parlais, qui est fluctuant,
il soit contraint par la réglementation aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé de cela, mais je pense qu'effectivement, à moyen terme, il y a des questions qui vont se poser. Puisqu'aujourd'hui, les attaques que l'on voit réalisées avec de l'IA, parce que les attaquants, effectivement, s'affranchissent de toutes les réglementations, de toutes les lois, aujourd'hui, je pense qu'on a, on a encore la possibilité de se défendre. C'est encore une course, évidemment, de temps. Il faut avoir les systèmes pour se défendre, il faut avoir les processus pour se défendre, les procédures, les mécanismes, tout ce que l'on veut, les équipes, etc., et les outils. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit dans une dimension, c'est la réglementation qui empêche de produire et de se doter d'outils qui vont nous permettre de nous défendre contre les attaques actuelles. Qu'est-ce qui lancera dans 2 ou 5 ans? C'est peut-être effectivement une autre affaire. Et en parallèle, si je ne m'abuse, les derniers prémices d'IA Act avaient comme volonté de ne pas justement brider sur le territoire européen les développements, le business et autres. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour réellement pouvoir se défendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, un dernier point, il y a aussi une question, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut que se défendre, indépendamment d'IA, dans les entreprises ou au quotidien, on ne peut que mettre en place des mesures pour se défendre, on ne peut pas contre-attaquer. C'est compliqué en tout cas de contre-attaquer, puisque c'est illégal d'aller attaquer, on est d'accord. Mais ça, pour moi, c'est indépendant de l'IA. Ce n'est pas lié à l'IA, c'est aujourd'hui la réglementation est faite comme cela, on ne peut pas attaquer un système, à partir du moment où on l'attaque, on se met nous-mêmes en porte-à-faux vis-à-vis de la réglementation. Voilà. Donc Merci pour cette réponse. Merci, monsieur le professeur, pour votre table ronde. Merci, messieurs. Et nous passons